Ils sont surtout excités. C'est bien ça. Je vais en mettre un peu de musique, la demande de Bruno. On met le feu à la place des âmes. C'est jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la tête, j'y crois comme au sort. Salle pour le mariage. J'ai merveilleux, bon anniversaire. Et bonne fête. Ah mais Jérôme. Ton anniversaire de ton... C'est pour ça que j'ai insisté. Et puis nos 30 ans de mariage. Voilà. Je ne savais vraiment pas, vous avez bien tenu le secret, parce que normalement on avait un repas pour les handicapés. Ici on est au théâtre de la ferme, là, donc ça fait dans un but de... Un message. Franchement, je suis vraiment étonnée que vous avez tous tenu le secret. Vous allez pouvoir tous, là. C'est vraiment gentil. Vraiment gentil. Je suis étonnée. Je suis étonnée, vraiment. Surtout la meilleure, c'est que j'étais en train de discuter les enfants. On est là. On était passé 5 minutes seulement et vraiment j'ai tout fait tout ce qu'il faut pour nous. Où il est Laurent? Il est là. Et Bertrand est là? C'est pas tous les jours 50 ans d'Algacie, toi. Maintenant, on va s'amuser. Je vous remercie vraiment bien tous les amis qui sont venus Paris. Ah non, mais j'avais dit ce secret, c'est pas vrai. Bah, écoutez, vraiment merci beaucoup. Merci. Je connais Edith depuis septembre 69, ça commençait déjà bien. Et que j'ai eu la chance qu'elle m'a tout de suite plu. Et que, bon, je ne dis pas que les chemins étaient parallèles au début, mais on s'est retrouvés et donc je me suis décidé en 75 à me marier avec Edith. 76. Non, j'ai demandé sa main en 75. Il y a des préparatifs, hein. Vous croyez que ça s'organise comme ça? Non, non. Et que nous avons beaucoup travaillé ensemble, nos études. Et j'ai de longues années. Edith, c'est simple, hein. Elle
Le soir, elle avait un tas de livres à côté d'elle. Elle dit « Je travaillerai demain matin ». Puis le matin, elle ne se réveillait jamais, mais elle savait déjà. Donc, il n'y avait pas de problème. J'ai eu la chance qu'elle a fait 3 beaux garçons. Ils sont beaux. Et je ne sais pas quoi bien dire, mais pour vous dire que je suis très heureux d'être ma femme. Tout simplement, et que je reste encore un amoureux. La première, faire un inventaire de tes qualités qui sont grandes, évoquer ta réussite professionnelle et celle de tes enfants. Mais cette façon de procéder sans trop le panégyrique. L'horizon funèbre et donne un avant-goût désagréable d'un discours d'adieu. Cela présente en outre l'inconvénient pour l'auditoire d'attendre un discours convenu et fort gênant pour le récipiendaire qui se voit encensé de tant de qualité. La deuxième possibilité était pour moi de prendre quelques souvenirs ou anecdotes et de les compter. Mais cela, j'ai pensé que d'autres que moi le feraient au cours de cette soirée et se sentiraient plus à l'aise dans l'exercice. Alors j'ai préféré essayer très modestement de te dire ce qu'à mes yeux, en tant que frère, tu représentes, et en fin de compte peut-être comprendre quel ressort t'anime dans la vie. Je mesure toute la difficulté de la tâche qu'il y a à vouloir tenter de cerner la personnalité de quelqu'un, me remémorant ce que me disait ma grand-mère le jour où je lui annonçais que j'allais me marier et qu'il était difficile et qu'elle m'indiquait qu'il n'y avait pas trop d'une existence pour comprendre celui ou celle avec qui on vit. Alors je mesure combien. Pour un frère, il est difficile de parler de sa sœur qu'on ne voit pas par définition tous les jours, même si on a passé son enfance ensemble. Et pourtant, je crois que ce qui te caractérise le mieux, c'est cette volonté de vivre pleinement. Cette urgence de la vie, de profiter de cette vie, tout en sachant, parce que tu es médecin, que ce bonheur est fragile, qu'il peut être remis en cause à tout instant par la maladie, l'accident de la route, le chômage, le stress, les problèmes de couple ou de famille de ceux que l'on aime. En cela, tu t'inscris pleinement dans la définition de la santé, telle que le prévoit l'Organisation mondiale de la santé, qui la présente comme un état de bien-être physique, social et mental de la personne, ce qui n'est pas la simple absence de maladie ou d'infirmité. Comment alors concilier cette volonté de vivre et cette certitude que plus qu'un autre, parce que tu es médecin, ressens au contact de la maladie, de la mort, surtout en milieu hospitalier, et plus généralement des accidents de la vie, que cela n'est pas facile et que cela peut s'arrêter ou devenir insupportable à tout moment. Je ne peux m'empêcher de penser qu'à côté d'une solide formation scientifique marquée par ce que l'on appelait autrefois le bac C et des études médicales poussées jusqu'à la spécialité, tu as reçu une formation de lettres classiques en latin et en grec jusqu'à la terminale, et je me souviens qu'à ton grand regret, tu n'as pas pu suivre l'option de grec au bac en raison de la concomitance des heures de cours avec ceux de mathématiques. Or, je pense que tu n'en as peut-être pas pris réellement conscience, mais que la connaissance des auteurs grecs, au-delà du caractère rébarbatif des versions et des thèmes, t'a permis de t'imprégner du profond humanisme qui se dégage de ces pensées philosophiques. Elles ont pour objet de mettre à jour les conditions d'une vie heureuse et épanouie, en tenant compte des contraintes inhérentes à la nature de l'homme et du monde qui nous entoure. Et ces conceptions, encore actuellement, fondent notre conception actuelle de la société. Tu en tireras, je pense, deux conséquences, et la première d'elles sera que la maladie est le premier obstacle sur le chemin du bonheur. Cette formation scientifique et littéraire n'a pas pu être sans incident sur ton orientation professionnelle ultérieure.
Et je ne pense pas que ceux qui embrassent une profession médicale, sociale ou judiciaire, qui par définition touche étroitement l'individu, le font pour des raisons financières ou pour avoir une situation sociale et professionnelle enviable. L'honneur de la jeunesse, et peut-être ce qui en fait sa grandeur, c'est de croire à certaines valeurs et de donner sens à sa vie. Et si tu as choisi médecine à 17 ans, et je pense aussi à d'autres jeunes qui sont ici, qui choisissent médecine ou pharmacie ou des professions qui touchent à l'humain à 17 ans, c'est parce que, bien sûr, parmi d'autres raisons, il y a cette volonté de lutter contre le premier obstacle à la vie que représente la maladie et son corollaire, la souffrance. Et si je dis cela, ce n'est pas tout à fait par hasard ou par un effet de manche. Car je fus un jour surpris, j'étais lors d'un anniversaire où on fête de nouvelle année, et lorsque je te présentais mes vœux, tu me fis remarquer que nous avions la chance dans la famille d'être encore tous en vie, que nous n'étions pas malades. Et à mon étonnement, devant ton propos, tu m'as répondu « ce n'est pas vrai dans toutes les familles ». La seconde évidence sera pour toi que la médecine ne peut pas répondre à tous les défis de notre temps. Cette formation scientifique et littéraire, à l'opposé de ceux qui parfois n'ont qu'une simple formation scientifique, t'a peut-être aussi fait saisir les limites de la science. Improvise pour profiter intensément de ces moments de convivialité. Peu importe que cela transforme ta maison en une entre 10 à 15 personnes, voire plus. Et je ne parle pas de la soirée de la fête de la musique en juin, où se retrouvent tous les parents et amis pour une soirée que Bruno et toi organisent depuis plus de 15 ans. Et ce qui est vrai pour la famille doit l'être aussi pour en juger par le nombre important de ceux qui demandent par leur présence la réelle affection qu'ils te portent. Je pense que Bruno ne pouvait alors te faire un plus beau cadeau que de t'offrir pour tes 50 ans cette soirée, au milieu de tes parents et amis, car je sais que tu accordes une très grande importance à leur rencontre et que de tels moments resteront pour toi un souvenir inoubliable. J'arrêterai ici mon propos, ayant, je crois, atteint peut-être l'objectif que je m'étais fixé. Mais j'ai pensé que tout cela ne pouvait s'achever sans au moins faire une citation qui puisse associer étroitement Bruno et toi. Puisqu'en fin de compte, la vie a vocation à triompher, je me suis mis à penser pour toi qui es pneumologue et pour Bruno qui est ORL, que la première réaction du nourrisson en rentrant dès la naissance dans le monde des hommes, c'était d'emplir ses poumons d'air, et que ce souffle, c'était ce qui caractérise pleinement la vie. J'ai eu du mal, mais j'ai réussi à trouver un beau texte qui permet d'associer ces deux professions. Il est certes fort imagé, mais de manière très poétique, dans la deuxième version de la création de l'homme, dans la Bible, dans le livre de l'Exégèse, il est dit « Alors il y avait Dieu au-delà de l'homme avec de la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Puisses-tu encore longtemps goûter au plaisir de ce souffle de vie, entouré de ta famille et de tes nombreux amis, et que tu puisses continuer à nous apporter par ta présence chaleur et réconfort. » Je vous remercie de m'avoir écouté. Pendant que je faisais mon thème, je regardais certaines personnes qui me demandaient si Bruno avait fait du grec. Non, Bruno n'a pas fait de grec. Mais Bruno est un très grand admirateur de Molière. Et dans Molière, il y a, dans Les Femmes Savantes, un superbe texte que Bruno a fait sien. C'est dans Les Femmes Savantes. Tritotin dit « Madame, souffrez que pour l'amour du grec, on vous embrasse. » Merci Jacques. C'était court. Brillant et bref. J'ai eu la chance
chance de connaître les Arageois il y a très longtemps. Je ne vous montrerai pas parce que quand j'ai vu la première fois André Potvin, j'ai dit, ne mettez pas des médecins à Vitry, j'ai cru que c'était que des vieux, et puis je suis tombé sur un jeune, c'était André, il y a très longtemps. On a eu la chance de faire beaucoup de voyages avec eux, organisés par André et d'autres, et ça, je suis très content qu'ils soient là. Et ce sont des spécialistes de chansons aussi, et ils ont préparé quelque chose pour Edith, et je les remercie. Physique, psychologique, mentale et sexuelle. J'ai modifié la définition récemment. Alors, là, on est franchement maintenant beaucoup plus sérieux. Voilà. Nous sommes quelques médecins. Nous sommes toujours caravanes. Donc, on a commis une chanson généreuse. Alors cette chanson, on a le projet, l'espoir de vous la faire reprendre en chœur. L'air est facile, c'est allemand. Pêcher la sardine. Donc le refrain, sont venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. Donc on répète une première fois ensemble. Puis si vous voulez, pendant le refrain, nous on prendra écouter, mais vous pouvez aussi chanter si vous vous sentez. C'est vous qui avez une très belle voix, Madame Grandin. Vous pouvez pas faire un couplet en solo, peut-être, Madame Grandin. C'est sympa quand même. Il y a peut-être de la chorale ici aussi. Alors si vous voulez bien, on reprend ensemble. Donc c'est Allons à Messine. Sommes venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes présents pour ces 50 ans. Ça vous va? Alors si vous voulez, vous pouvez prendre le refrain en même temps. Je pense qu'il y a encore des textes pour ceux qui n'ont pas de texte. Venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. Ils étaient deux enfants qui s'aimaient tendrement, et plus tard étudiants, ils devinrent amants. Sommes venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. De Fédère à médecine, toujours copain-copine, mais pas encore coquine pour devenir carabine. Sommes venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. L'ORS c'est Bruno, Edith c'est la pneumo. Tout le reste de fibro, mais elle préfère l'hosto. Sommes venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. Attiré par ses yeux, il ne voit que du bleu. Séduit par ses cheveux, bien plus que par sa queue. Venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. Au début à Coincy, aujourd'hui au Glacis. Jamais vraiment assis, aime recevoir ici. Sommes venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. Ils ont 3 enfants, mais toujours en courant. Ils sont maintenant grands, François, Laurent, Bertrand. Venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. Les câlins du matin, Bruno marathonien, il les rate, c'est certain, et Edith fait tintin. Venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. Ils voyagent tout le temps, Tunisie il y a 20 ans, le Cambodge il y a 3 ans, et Beyoncé tous les ans. Venus très vite pour fêter Edith. Nous sommes tous présents pour ces 50 ans. Merci mes amis du boulot. Parce que quand je réfléchis,
Je dis, avec ma collègue Marie, c'est ma deuxième femme, ou même mon deuxième homme. J'ai passé plus de temps avec Marie qu'avec Bruno, je pense. Et il n'est pas jaloux. Non, il n'est pas jaloux parce qu'il aime bien Marie. Mais je me dis, je crois que je me suis moins... Je ne sais pas si je me suis... Non, je ne me suis jamais disputée avec Marie. Et... Il y a des fois, je me dis, c'est plus facile de s'entendre avec les femmes qu'avec les hommes. Il a fait l'erreur. Mais malheureusement, on ne peut pas se passer d'hommes. Bon, allez, retirez-le. On va demander à Marie de ce qu'elle en pense aussi. Merci Marie d'avoir fait un petit mot. C'est difficile parce qu'elle est timide, donc il faut l'applaudir. On l'applaudit. Donc Bruno m'a demandé de dire quelques mots de la vie d'Edith à l'hôpital. Bon là, elle m'a un peu grillé mon entrée, mais bon, tant pis. Parce que pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis la principale rivale de Bruno. Puisque je vis depuis 20 ans la journée avec Edith et Bruno la nuit. Nous n'avons pas fait le compte d'heures, mais j'ai parfois plus l'occasion de voir Edith que Bruno. Cette longue histoire débute en 84. Edith, en même temps qu'élever ses deux petits, Bertrand et Laurent, adopte le service de pneumologie comme son propre enfant. Laurent, je ne sais pas où t'es, c'est un peu ton jumeau. Elle lui consacre toute son énergie et me demande de partager cette lourde tâche en 86. Elle est avec le service comme une lionne avec ses lionceaux. Elle se bat toute griffe dehors pour en faire quelque chose de grand. Inutile de préciser qu'elle n'aime pas qu'on le critique, ni qu'on l'appelle la pneumologie de deux chiens. Pendant 20 ans, donc, j'ai pu l'observer, et je me contenterai ce soir de n'en retracer que quelques caractéristiques. L'arrivée du matin est toujours difficile. Tout le monde fait le coup quand elle a sa tête des mauvais jours. Le comble étant de la voir arriver avec ses lunettes et avec une patate à l'œil, réaction allergique dont les mécanismes me sont toujours restés obscurs. Heureusement, avec l'âge, l'évolution est plutôt favorable. Autre difficulté de fonctionnement, les stylobilles. Je l'ai analysé comme une probable, excusez-moi madame, la maman de Edith, mais comme une probable privation de carambar dans l'enfance. Mais si vous avez le malheur de laisser traîner votre crayon, Edith vous le mangera comme un carambar, en laissant cependant la ligne. Je n'ose vous évaluer le nombre de stylos qui finirent ainsi tristement leur vie dans notre service. Enfin, il faut vous dire qu'Edith est un électron libre, que personne n'a jamais pu soumettre, même notre directeur a déclaré forfait. À l'occasion de la fête de ses 50 ans, j'ajouterais que, comme le bon vin, elle bonifiait avec l'âge. Les meilleurs moments étant les retours de vacances, bronzée, souriante, elle range son bureau, elle fait son courrier en temps et en heure, elle essaye d'être organisée. Plein des choses pourraient être dites encore, c'est une source inépuisable, mais j'en resterai là ce soir pour sauvegarder notre intimité. En effet, comme le dit la chanson de Brel, bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. J'ai le sentiment que depuis 20 ans, nous avons eu une vie professionnelle réussie, nous avons aussi bien ri et gardé une belle amitié. Et c'est l'occasion, Edith, de te remercier de m'avoir invité en 86 à partager cette belle aventure. Et je vous souhaite à tous les deux, Bruno et toi, beaucoup d'années de bonheur et beaucoup de petits-enfants. Les stylos, et ce qu'elle ne décrit pas, c'est que vous le reprenez, et vous le reprenez, et il y a des choses qui coulent. Et là, c'est pas triste. Donc les stylos, méfiez-vous. Ça, c'est important. Je pense que Marie a vraiment raison. C'est un peu triste. On va peut-être, puisqu'on parle des enfants, on va voir les enfants. C'est après. Les enfants, au
se préparer, n'a son temps. Relançons nos regardons passer, car dans ce jardin, elle est souvent pressée. Fais attention, brûlons, évite les fragiles et conduire aussitôt. Tu sais, c'est pas si facile, fais attention, brûlons, évite les fragiles et conduire aussitôt. Tu sais, c'est pas si facile. Quand elle nous sèche les bords, elle roule dans la porte, mais méfie-toi, brûlons. Évite les fragiles, la mener en bateau, tu sais, c'est pas si facile. Donc ma mère, elle a l'air de réussir partout, mais des fois, il y a des petits problèmes. Donc, d'abord, on va essayer de vous présenter ma mère à travers plusieurs facettes de sa vie. Donc tout d'abord, la curiosité maladive de ma mère vis-à-vis des petits amis. C'est impressionnant jusqu'où elle est capable d'aller. Donc ma mère essaie toujours de savoir, et à un moment, Laurent a mis en place un stratagème pour le découvrir. Et on va vous présenter comment elle s'est fait avoir une fois dans sa vie. Donc, comme chaque été, après avoir été à Évian, comme vous l'avez vu chaque année, on revient et donc comme tout le monde, vous avez ce monceau de lettres qui vous attend à la porte et chacun récupère son courrier. Donc tout le monde cherche chacun son courrier, sauf une personne qui fait semblant de chercher son courrier, qui ne regarde qu'une chose, c'est le courrier des autres, c'est-à-dire ma mère. Et donc voilà la situation. Oh yes, j'ai enfin une lettre. Ah, ça me fait plaisir, ma petite puce, elle m'a écrit. Ah, ça va faire plaisir ça. Je vais aller la lire. Donc Laurent monte dans sa chambre parce qu'il sait que ma mère est dans le coin, donc il faut mieux s'éloigner. Ah, ça fait vraiment plaisir. Bon là, cette année, je vais essayer de voir si maman, elle lit vraiment toutes nos lettres. On va voir. Je vais établir un petit stratagème en marquant « Je t'ai eu » sur l'enveloppe, sur le papier, pour voir si elle le lit. Comme ça, elle sera visible. Je vais le glisser dans l'enveloppe et le mettre à un endroit stratégique. Par exemple, juste à côté, ma table de cheville. Bien visible. On va voir. Donc Laurent ressort et comme par hasard, maman 10 minutes apparaît, doit faire du rangement dans la chambre. Ah non, il faut pas. Non, il faut pas, j'ai pas le droit. Ouais, mais on sait jamais ses fréquentations, on sait jamais. Je t'ai eu. Ah, le cerveau. Bah maman, Quoi? de quoi? Tu as lu ma lettre? Je n'ai pas lu ta lettre. Mais si, tu as lu ma lettre, tu n'as pas confiance en ta mère? Mais si, tu as vu ton bureau? T'as vu comment c'est rangé? T'imagines comment c'est rangé dans ta tête? J'imagine pas comment c'est rangé dans ton cerveau? C'est pas comme ça que tu vas faire de longues études si c'est rangé comme ça sur ton bureau? Va ranger ta chambre. Donc voilà maman. Et très curieuse vis-à-vis des petites amies, comme vous l'avez compris. Où ça se ressent énormément, c'est le dimanche soir. Bon, à sa décharge, le dimanche soir, quand on est étudiant, on repart, on annonce à 7h30, maman part dans 20 minutes, on a notre train. Donc voilà, elle n'a pas beaucoup de temps pour se retourner. Et là, donc Laurent descend à une vitesse folle de l'escalier avec son sac. Et là, tout d'un coup, maman le voit partir. Mais maman, il faut que j'y aille là, parce que là c'est vraiment pressé. Je vais montrer dans 10 minutes, il faut que j'y aille là, il faut... Maman le chope et dit « T'as quelque chose à manger pour la semaine ?» Oui, j'ai acheté plusieurs choses, j'ai oublié... Non, tu mens, je te sens que tu mens, t'as rien dans ton frigo. Attends, j'arrive. Allez, on doit y aller, le train il arrive, on y va, allez. Pendant papa, son but c'est d'essayer que Laurent ait son train. Donc voilà, alors comment maman vous prépare en moins de 20 minutes un paquet? Je vous montre. Donc elle prend d'abord le plus petit paquet possible et toujours en carton. Toujours, donc dès qu'il est humide, il explose. Donc voilà, elle prend le plus petit paquet. Après, elle va dans le frigo. Donc là, on a la chance, il y a souvent des beaux restes. Mais bon. Donc vous avez le gratin dauphinois
je sais pas, 500 grammes, et là elle prend le plus petit opéroir qui existe, elle le bourre jusqu'au maximum, et elle essaye de le mettre, ça rentre jamais, parce qu'elle aime son fils, donc il lui faut un maximum de manche. Donc elle le prend, c'est trop vrai, donc, elle le prend, elle glisse délicatement parce que là elle se rend compte quand même que c'est pas gagné. Elle glisse, elle fait ça, ouf. Alors là vous avez quand même le tupperware qui est à moitié ouvert, qui rentre dans le sachet, et elle fait ça, elle le passe. Et là elle arrive devant Laurent, elle lui tend. Oh Mehdi, ça va jamais tenir, ça va claquer, je te dis que ça va claquer. Mon père est plus réaliste que ma mère. Mais ça va tomber, ça j'en suis sûr. Ça c'est sûr que ça va tomber. Non, Laurent, faut que j'y aille. Fais-moi plaisir, ça me fait plaisir, s'il te plaît, fais ça pour moi. Laurent, on y va, allez, on est parti, allez, on y va, allez. On est parti. Ah oui, alors là, deuxième étape, elle vous chope juste avant de partir. T'as du lait pour la semaine. Je suis sûr que tu n'as pas de lait. Si, je vais en acheter. Non, maman, je vais en acheter. Vous avez déjà tous vos livres quand vous êtes en prépa de maths. Et là, elle vous prend, elle vous fait. Tiens, prends le lait. Alors là, vous allez pas lui dire que vous n'avez pas de place. Maman, là, je peux plus, là. Là, maman, je suis plein, là. Si, là, regarde. Et là, t'as de la place et vous partez comme ça. Et là, j'arrive à Gare du Nord. Déjà heureux que mon sac est tenu. Parce qu'il va tomber bientôt. J'arrive à Gare Montparnasse et alors là, c'est le drame. Je fais le pas de trop et là, le sac lâche. Tout lâche d'un coup, le lait, tout en un coup. Et comme tous les dimanches soirs, on récupère son gratin dauphinois. Avec une partie comme ça, le lait de l'autre côté et son sac comme ça. Mais... En tout cas, ça fait toujours plaisir de rentrer le dimanche soir et avoir un vrai repas. Ça fait vraiment plaisir tous les dimanches d'avoir un vrai repas. C'est plus difficile que vous le pensez, plus compliqué que vous le pensez. C'est-à-dire que on va vous montrer, sa ponctualité dépend vraiment du but. Bon, le retard, on va le montrer, ça c'est classique, tout le monde l'a connu. Donc, bon, un exemple qui m'a frappé quand j'étais jeune, c'est donc, bon, je suis pas beaucoup plus vieux, mais bon, quand j'étais enfant, j'allais au conservatoire donc de 17h30 à 19h, et il y a une fois, bon, 19h, pas de maman, 19h30, pas de maman, 20h, toujours pas de maman, 20h30, toujours pas de maman. Là, il y a quand même quelqu'un qui vient et qui me fait mon petit, va pas alors rester comme ça pendant une... Ah oui. Bon, c'est François qui fait cette phrase en fait. Tu m'as cassé ma réplique. Mais mon enfant, ça fait 2 heures que je te regarde, tout seul sur le bord du conservatoire. Tu veux que j'appelle la police? Non, maman, elle arrive dans 10 minutes, Donc bon, il est 9h, là je me dis, il est temps de rentrer. En fait, en plus, j'habitais qu'à 3 km de là, quoi. Donc, bon, ben, je fais le chemin, quoi. Et là, en circulant, tout d'un coup, je vois une Renault 5 qui arrive. Je fais, ah, super sympa, elle m'a pas oublié. Donc, là, je vois la Renault 5. J'ouvre la porte, et là, je vois ma mère en pleurs, quoi. Mais mon fils, qu'est-ce que t'as fait? Je t'attendais depuis tout à l'heure. Et voilà, j'ai attendu 2 heures et c'est moi qui me suis tapé la baffe parce qu'elle est arrivée un peu en retard et qu'elle a eu peur. Là, elle est à l'heure. Et là, donc, on a un exemple où on sait qu'elle peut être à l'heure. C'est que, donc, ma mère, elle prend, soi-disant, son mercredi après-midi pour être avec ses enfants. Donc, sauf que pendant 15 ans, elle n'a jamais réussi à être avant 4 heures à la maison parce que y a trop de travail à l'hôpital. Donc, mercredi après-midi, c'est réservé aux enfants, mais jamais réussi à être à l'heure avant 4 heures. Donc, mais un mardi soir, Laurent annonce à maman. Ah maman, à propos, mercredi midi, il y a Caroline qui va venir manger. Donc c'était juste pour te le dire. Non mais vous, voilà, vous mettez une assiette pour moi, je vais réussir à revenir. Maman, ça fait 15 ans que tu dis que tu vas rentrer le mercredi midi et t'es jamais rentré. Non, tu devais me conduire à 1h30, pendant 15 ans t'as jamais réussi à me conduire. Non mais là j'ai envie de voir Caroline, je vais venir. Mais maman, t'as jamais réussi. On va voir. Et là donc il est 12h30,
Donc papa rentre du travail. Alors papa, la première fois qu'il rencontre une petite amie, c'est assez impressionnant, c'est bonjour Caroline. Non, bonjour mademoiselle. Et il s'assoit et il dit plus un mot. Donc ça c'est mon père. Et là donc on mange tranquillement. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver à 12h30, un truc qu'on n'avait pas vu pendant 15 ans quoi. Maman à 12h30, un mercredi midi. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu dire bonjour Caroline, ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir. Laurent m'a parlé de toi, ça me fait plaisir de te voir. C'est gentil, c'est gentil. Merci Caroline. Donc on s'est rendu compte. Bah alors maman, je comprends pas, pendant 15 ans, tu devais rentrer pour nous, tes enfants étaient jamais rentrés, et là, comme par hasard, t'as pu rentrer. Je me suis arrangé au boulot, il y a des témoignages. Donc on a compris qu'elle pouvait, mais pour voir Caroline c'est possible, mais nous non. Il y a quelques-uns qui le savent, mais la fête des mères. La fête des mères. Bon là, c'est un sujet... Bon allez, il faut y aller. Il est un peu croustillant. C'est assez difficile. Bon alors, il y a un truc hyper important pour ma mère, c'est la fête des mères. Mais il y a... Et le timing. Si c'est ça... Elle est 50 ans. Elle est 50 ans même. Mais... Nouvel an. Mais bon, alors la fête des mères, ma mère, c'est pas juste vous lui fêtez sa fête des mères. C'est le timing est très impressionnant. Elle se lève à 9h. Sa seule pensée à 9h, c'est quand est-ce qu'on lui fait de la fête des mères. Donc, et ça a une influence sur toute la vie de la maison, hein, vous allez voir. Donc, cette année, ça a atteint un paroxysme, c'est pour ça qu'on se permet. C'est que, donc, moi et Laurent, on n'était pas là cette année-là. Déjà, chaud. Donc, ah oui, donc maman se lève 10h du matin. Il faudrait bien penser à l'horaire, il n'est que 10h encore. Mais bon, 10h du matin, maman se lève. Bon, maman se lève. Et donc là, elle commence déjà à regarder sa montre. À faire stresser toute la famille. Papa commence à en avoir marre et moi je commence à me faire des... Donc elle regarde sans cesse son portable et elle rend la vie invivable à toute la famille, c'est-à-dire papa et François quoi. Donc à 11h, papa n'en peut plus quoi. Il faut qu'il trouve une solution. Bon François, t'appelles tes frères tout de suite parce que moi maman là, elle est en train de péter un câble. T'appelles tes frères tout de suite et tu leur dis franchement qu'ils appellent, ok, je vais essayer. Alors j'essaye Bertrand. Vous êtes sur les répondeurs de Bertrand Maetz. Toujours un message. Chier, Allô Bertrand. Ouais, bah là franchement à la maison ça se passe vraiment pas bien, maman elle pète un boulon, là on peut plus, papa et moi on peut plus, il faut vraiment que t'appelles, ça va dégénérer à la maison, ça va dégénérer. Bon ciao. Bon allez, on va essayer Laurent, peut-être lui il va répondre. Je dors Laurent. Laurent Maetz, laissez un message après le bip sonore. Bon Laurent, j'ai déjà essayé ton frère, là moi si ça continue comme ça je me barre de la maison parce que ça commence à dégénérer, là je peux plus, là, maman elle est en pleurs, ça va péter, là je peux plus. Il faut vraiment que t'appelles tout de suite. Donc bon, là il est 11h. Midi et demi, on n'a toujours pas appelé. Là, papa, c'est la panique, quoi. Il lance le plan B, il n'en peut plus, là. C'est son couple qui est en jeu. Voilà, François, alors mais j'ai essayé de les appeler, ils répondent jamais avec leur portable, c'est dingue. Ah, mais à chaque fois, c'est la même chose. Appelle Caroline et Hélène, dépêche-toi. Moi, j'appelle Caroline. Allô, François? Allô, Caroline? Oui. Ouais, bon, désolé, j'aimerais bien te parler là, mais c'est vraiment, à la maison, c'est vraiment, c'est invivable, donc il faut absolument que tu dises à Laurent qu'il appelle tout de suite, parce que là, maman, elle est en pleurs, c'est impossible. Donc, j'ai dit à Laurent de rappeler. C'est pas facile, hein, je te promets rien. Ah, ok, d'accord, bon, essaye, ok? Bon, ouais, d'accord, ça marche. Allez, ciao. Midi 35, il essaye Hélène. Allô, François? Ouais, allô Hélène? Ouais, je t'aurais bien parlé, mais à la maison, ça déprime vraiment, donc il faut vraiment que tu dises à Bertrand qu'il appelle tout de suite. Bon, ouais, j'essaye, mais là, je te promets rien.
Ouais, je comprends, avec Bertrand, c'est pas facile. Hein. Allez, ouais, ciao, bonne soirée, bonne journée. Donc, là, il est 4h. Et bon, il est 4h de l'après-midi, c'est vrai, hein, j'appelle. J'appelle à 4h de l'après-midi. Et bon, là, vous allez voir un truc que vous n'avez jamais vu. C'est qui répond? Allô, maman? Allô, Bertrand? Je t'appelle pour te souhaiter une bonne fête des mères. Bah, maintenant, là, il est trop tard.